donc avec la présence de Daniel, qui vient de Lyon, voilà, et qui va nous présenter donc, un projet sur lequel il travaille, qui s'appelle AndroVM, qui est donc un émulateur alternatif, on peut dire, d'Android sur l'architecture x86. Voilà, et je profite toujours donc, pour remercier le Plan Forum pour les locaux, et puis la société donc, Génie Mobile, voilà, qui nous aide aussi à tout organiser. Daniel, je te laisse démarrer. Merci. Ça marche? Ouais, okay. Okay. Oui, donc effectivement, je vous parlais cet après-midi du projet AndroVM, un projet dont je vais expliquer la genèse et l'objectif, même si vous allez le comprendre, c'est un projet en cours de construction. Et justement, on fait plusieurs conférences d'ici la fin d'année, dans différentes DroidCon d'ailleurs, en Europe, pour présenter le projet et avoir un retour, comme je l'ai expliqué, des développeurs, et voir le ressenti qu'eux ont par rapport à cette idée, et comment le projet pourrait se dérouler, notamment quels objectifs en termes d'émulateurs on pourrait atteindre. Donc ce que j'ai prévu de faire, alors justement je vais faire un petit sondage, voir si c'est la panne ou pas, mais j'avais prévu une partie, une introduction sur le projet open source d'Android, mais j'ai cru comprendre qu'il y a eu pas mal de conf Android bas niveau depuis ce matin. Donc qui connaît AOSP, qui sait ce que c'est, qui connaît bien ce que sont les sources Android, etc. Vous pouvez lever la main. Ouais. Pas beaucoup, donc bon, je vais passer un peu de temps dessus, ça permettra de bien comprendre ce qu'est la partie open source d'Android. Puis après, on pourra parler du projet AndroVM, comment il a démarré, et ensuite ce qu'on veut en faire. Et enfin, on a besoin de vous comme on est à la fin. Donc AOSP, c'est le projet open source Android Open Source Project, qui est drivé officiellement par l'Open Handset Alliance, qui derrière est beaucoup évidemment drivé par Google. L'objectif de cette alliance, quand elle a été créée, quand Google a repris Android, c'est d'avoir une plateforme mobile ouverte pour les constructeurs, pour les opérateurs télécoms, pour les développeurs également. Alors d'un point de vue open source, c'est important, on est à l'Open World Forum en plus. La très grande majorité du code de AOSP est sous licence Apache. Seuls quelques composants, notamment le noyau Linux, sur lequel est basé Android, est en licence GPL. Pourquoi ce choix? Bien parce qu'en fait, vu que le code d'Android est largement, pas largement en tout cas, au minimum un peu modifié par les constructeurs, peut-être même des fois par les opérateurs, etc., il n'était pas pensable pour Google que ces gens-là, qui sont des partenaires de Google, aient à reverser à la communauté les modifications qu'ils font. Donc nous, en tant qu'utilisateurs, tous ceux qui travaillent sur des ROM alternatifs, etc., peuvent être que déçus de ce fait, puisque quand Samsung va développer un driver pour supporter la caméra sur son nouveau téléphone, on n'a pas le code source. Maintenant, si Google n'avait pas fait ça, si Google avait choisi un modèle pur GPL, certainement qu'Android finalement ne serait pas développé et que Android ne serait pas là où il est aujourd'hui. Donc finalement, c'est un peu le verre d'eau à moitié plein. Ça pourrait être mieux, mais ça pourrait être bien pire. On pourrait se trouver qu'avec des systèmes complètement fermés comme iOS et compagnie. Alors si AOSP, le projet open source Android, est un projet open source, par contre, c'est clairement pas un projet communautaire, dans le sens où il n'y a pas de roadmap partagé. On ne sait même pas ce qu'est la prochaine version. A priori, c'est la 4.2, mais on ne sait même pas, ça pourrait être une 5.0. Et on ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans. On ne sait pas du tout ce sur quoi Google est en train de travailler. Donc il n'y a vraiment pas de développement communautaire. Il y a Google qui travaille dans son coin 6-9 mois, qui livre des sources et qui se remet à travailler pour relivrer des sources pour le coup d'après. Android, AOSP, c'est une dizaine même release majeure depuis le début, depuis la 1.0. Donc je ne vais pas tout vous décliner, mais la dernière, c'est la 4.1 avec Jelly Bean, dont le code source a été libéré au mois de juillet de cette année. Et en termes de chiffres, des chiffres que vous connaissez sans doute, je crois que les derniers, si je ne suis pas trompé, c'est plus de 450 millions de terminaux Android dans la nature et plus de 1,2 million d'activations par jour, ce qui en fait un système très très utilisé. Et ce qui fait aussi, c'est intéressant, ce fait qu'un composant open source, enfin GPL même comme Linux, comme le noyau Linux, est quand même largement utilisé, quand même une des plateformes les plus utilisées aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il y a dans Android? Si vous vous intéressez à Android, c'est un schéma qu'on revoit souvent, que vous avez sans doute vu, mais je voulais le reprendre pour
pour positionner vraiment ce qui avait été fait d'Android. Donc il y a le noyau Linux, hein, c'est vraiment la partie qui est commune avec le noyau Linux, c'est en gros la seule partie hein, vraiment de commune avec Linux. Il y a un petit peu de modification par Google pour que le noyau Linux fonctionne dans Android, notamment les binders. Il y a des fonctions également de wake lock qui permettent de gérer hein, tout ce qui est power management, etc. Mais, et si vous suivez l'actualité du New Linux, vous le savez, hein, il y a une volonté, même c'est en route, hein, les choses sont bien enclenchées, pour qu'il y ait une convergence entre le noyau Linux de nos téléphones Android, de nos tablettes Android, et le noyau Linux du kernel.org standard. Donc ça c'est bien enclenché. Je crois que l'objectif c'est qu'en 3.5 ou 3.6, on a vraiment toute la partie modification noyau de Google Android qui se retrouve dans le noyau Linux du kernel.org. Donc ça c'est une bonne nouvelle, parce que ça va faciliter d'autant plus hein, la compilation, la construction de devices, etc. Au-dessus de ça, en fait, là on est vraiment dans la partie spécifique Android, donc je ne vais pas détailler l'ensemble. Je vais prendre quelques éléments intéressants qui montrent la stratégie de Google d'ailleurs hein, par rapport à l'open source et à Linux. La libc, en fait, n'est pas la libc de Linux, puisqu'elle est sous licence GPL. Et donc, comme on l'a dit, Google voulait vraiment éviter un maximum hein, l'utilisation de composants open source. Donc, il y a une autre libc qui s'appelle Bionic sous Android et qui fournit peu ou prou hein, la même API qu'une libc et qui permet de développer des systèmes. Ensuite, il y a tout un tas de librairies hein, qui sont fournies par au niveau user space, hein, du SSL, du WebKit, etc. Hein. Il y a des composants importants hein, qui sont OpenGL, donc OpenGL même dans la version ES, qui est extrêmement important, c'est ce qui gère l'affichage sur les terminaux, et notamment l'accélération graphique. Et point important également pour comprendre le problème des ROM alternatives et du support de téléphone par des ROM alternatives, c'est que la partie qui va supporter spécifiquement un chip graphique est en fait dans une librairie OpenGL ici, en user space, et donc qui n'est pas dans le noyau. Donc c'est-à-dire que pour supporter un téléphone et notamment un chip graphique hein, sur un device Android, eh bien on n'a pas les sources, puisqu'ils ne sont pas publiés, parce qu'ils ne font pas partie du noyau. Et ce sont fait des librairies binaires qui sont livrées avec les smartphones. Et donc, souvent, hein, il faut arriver à récupérer ces binaires-là et les réutiliser. D'ailleurs, comme je l'ai expliqué dans la slide d'après, hein, même des téléphones, des terminaux qui sont officiellement supportés dans Android, dans OSP, on n'a pas ces composants. Partie importante d'Android, c'est la partie en jaune, qui est la partie de runtime, donc la machine virtuelle hein, d'Alvik, qui est donc la machine virtuelle spécifique d'Android qui fait tourner le Java. Au-dessus, on a toute la partie framework applicative, donc c'est là qu'on retrouve toutes les fonctions exportées par le SDK quand on développe. Et enfin, au-dessus, on a évidemment les applications, hein, que ce soit les applications intégrées à OSP ou celles que vous pouvez développer au-dessus du SDK ou du NDK. Alors, si on prend la dernière version d'AOSP, hein, Jelly Bean, quels devices sont supportés? Donc, il y a presque toute la population des Nexus, hein, sauf le premier qui était le Nexus One, hein, qui n'est pas supporté par Jelly Bean. Mais il y a encore le Nexus S, le Galaxy Nexus. Il y a la nouvelle tablette, évidemment, le Nexus 7. La Motorola Xoom, hein, qui a été supportée à partir d'Android 3.0, hein, qui était vraiment la tablette de démonstration, on va dire presque, de Google pour Android. Et enfin, une cible hein, qui est un peu moins connue, c'est la PandaBoard, qui est une board de développement. Et d'ailleurs, si vous voulez vous amuser hein, à faire de la construction d'Android, à compiler vraiment pour des cibles physiques, c'est une très bonne carte hein, qui permet de faire pas mal de choses. Mais comme je l'évoquais il y a quelques instants, même pour ces terminaux-là, hein, qui sont officiellement supportés dans OSP, on n'a pas tous les sources. Il y a certains qui ne sont livrés qu'en format binaire, et encore qu'une fois que le constructeur a donné l'autorisation à Google de libérer les composants, hein, donc, par exemple tout ce qui est OpenGL, radio, Wi-Fi, etc. Mais pour certains terminaux et certaines fonctions, on n'a même pas du tout le binaire livré officiellement par Google. Par exemple, je crois que sur les Galaxy Nexus, on n'a pas le sensor de rotation ni la caméra qui fonctionne. Donc, après, on se débrouille pour les récupérer quand même, puisqu'on prend un téléphone, on récupère le binaire, on le met dessus, mais en tout cas officiellement, vous ne pourrez pas trouver sur le site de Google le binaire qui permet de supporter ces éléments-là. Voilà, donc on se retrouve quand même dans une situation où on peut faire plein de choses, mais le fait que ce ne soit pas complètement open source apporte quand même certaines limitations dont il faut être conscient.
Alors, quel est l'intérêt d'avoir du code source? Quel est l'intérêt d'avoir le code Android? Il peut avoir plusieurs intérêts. D'abord, c'est à changer la ROM de son téléphone, à la construire, vous avez du ROM cooking et déployer une ROM alternative. Hein. Il y a eu tout à l'heure, je n'ai pas pu être présent, mais il y a eu tout à l'heure la conférence de Cyanogen sur le sujet. Disposer du code source, c'est aussi pouvoir utiliser Android sur des terminaux qui ne sont ni des smartphones ni des tablettes. J'ai en tête un projet qu'on connaît bien, parce qu'on a travaillé dessus point de vue professionnel, c'est les mobiliers urbains intelligents JC-Deco dans Paris, ou des grands écrans de 42 pouces sur lesquels tourne Android. Évidemment, ce ne sont pas des smartphones et des tablettes, mais le fait de disposer du code source Android a permis d'utiliser Android pour faire tourner des applications Android sur ces terminaux-là, en tout cas sur ces systèmes-là. Avoir le code source, c'est aussi intéressant pour débugger son application et l'optimiser. J'ai discuté plusieurs fois avec des développeurs qui, notamment quand une nouvelle version sort, par exemple la 4 points, où vous avez la fonction, le fameux Project Butter qui permet d'améliorer l'affichage et la performance, la qualité, la performance d'affichage des applications Android. Mais le fait d'avoir pu avoir accès au code source et de comprendre bien comment cette fonction-là a été implémentée, leur permet derrière de mieux optimiser leur code, les cas échéants même de la débugger, hein, puisque si on sait recompiler un Android, on peut même rajouter des points d'arrêt, rajouter des logs, des choses comme ça, hein, pour débugger son application. Enfin, un autre sujet hein, qui a son intérêt, c'est la partie analyse de sécurité. Une grosse partie hein, du code source d'Android est dispo, hein, donc si c'était les drivers et les modifications des opérateurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Une grosse source est disponible et donc ça permet hein, à des experts sécurité d'analyser le code et potentiellement de trouver des failles. Alors qu'est-ce que ça veut dire compiler Android, faire un build d'Android? Déjà, il y a une source d'information, hein, sourceandroid.com, c'est là qu'on va trouver tout ce dont on a besoin. Il y a des prérequis assez précis, assez drastiques, et grosso modo, jusqu'à aujourd'hui, si vous n'avez pas une Ubuntu 10.04 en 64 bits, c'est compliqué, parce qu'il y a plus de choses à rajouter. Voilà, c'est quand même pas simple du tout. Alors, il a été annoncé il y a quelques jours, une semaine ou deux, sur la mailing list de build Android que la Ubuntu 12.04 serait supportée dans la prochaine release majeure. Mais voilà, mais en tout cas, Google reste vraiment en termes de prérequis assez précis, même s'il y a des initiatives à côté pour essayer de compiler sur d'autres plateformes. Si on ne veut pas avoir de problème, il vaut mieux utiliser la même plateforme que ce que fait Google. Le code Android, c'est plus de 8 Go de source, donc prenez votre temps pour quand vous les récupérez. Et quand on le compile, on nous dit 4 Go minimum, c'est vraiment le minimum du minimum, et 25 Go d'espace disponible si on veut simplement compiler pour une cible, en fait, pour un téléphone, etc. Et évidemment, dès qu'on se met à compiler pour plusieurs targets, le besoin augmente largement. La récupération des sources, elle se fait avec un outil qui s'appelle Repo, dont on trouve les détails sur le source, hein, qui grosso modo est une surcouche à Git, puisque le projet open source Android est tellement gros qu'il ne peut pas rentrer dans un seul Git, et qu'il y a, je ne sais plus combien, des dizaines de petits projets Git plus petits, en fait, et c'est l'outil Repo qui fait le lien entre tout ça. On télécharge, on lance, etc. Combien de temps ça prend? Si vous avez une machine très rapide, 20 minutes. Si vous avez plutôt un portable un peu ancien, c'est plutôt 8 heures qu'il faudra pour compiler le système. Les chiffres que je donnais là, c'est pour la construction 10.16. J'ai pas refait des tests sur la 4.0, sur la 4.1, pardon. Donc sur un dual Xeon quad-core avec 24 Go de RAM et des disques en flash et tout, dans tous les sens, c'était à peu près 20 à 30 minutes pour compiler pour la cible du Galaxy Nexus. Voilà, et ensuite, une fois qu'on a compilé, bah, évidemment, on va installer ça sur un device, etc. Structure du code source, pour référence, hein, vous aurez les slides après, donc je ne vais pas faire le détail ici. Hein, il y a quelques exemples, il n'y a pas tout, mais des principaux répertoires. On trouve la bionique, hein, qui est la libc sous Android. Pour trouver les CTS dont je vais parler juste après, hein, qui sont les tests de compatibilité, la machine d'Alvik. Dans Device, ça peut être intéressant si vous voulez regarder un peu. C'est là que vous avez tout ce qui est spécifique aux terminaux, au Galaxy Nexus, au Nexus 7, etc. Dans Framework, on va retrouver tout le framework Java, tout le framework Android. Donc si vous êtes un développeur et que vous voulez voir comment sont implémentées certaines fonctions, certaines classes, mais c'est là-dedans que vous pouvez rechercher le nom de votre classe. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Système qui est vraiment le bas système qui est du C, hein, qui
où on va retrouver le système de boot, les systèmes de gestion de partitions, etc. Enfin, sur AOSP, hein, j'en aurais fini, on retrouve deux composants, hein, enfin deux composants, le CDD et le CTS. Le CDD qui est un document de compatibilité qui permet à Google de dire si vous voulez avoir la chance un jour d'accéder à Google Play, il faut respecter certains critères en fait en termes de matériel, en termes de logiciel aussi. On retrouve des choses comme les tailles d'écran, comme avant les premières versions d'Android, typiquement, il fallait obligatoirement avoir de la radio. Donc aujourd'hui, avoir une tablette qui fait que Wi-Fi n'aurait pas été possible dans les premières versions d'Android. On trouve des choses comme la quantité de RAM disponible. Voilà, tout un tas de choses, un document fait une quinzaine de pages qui détaille tout ça. Et comme je disais, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante pour avoir le Google Play. En fait. Pour le Google Play, il y a une condition technique qui est celle-là. Il faut correspondre, il faut respecter ce qui est marqué dans ce CDD, hein, sachant qu'il y a un CDD par version d'Android, hein, pour la 4.0, pour la 4.1, etc. Mais que c'est une condition qui n'est pas suffisante, parce qu'après il y a une décision marketing, commerciale, et que si vous faites juste une tablette et vous comptez en vendre que quelques milliers, quelques dizaines de milliers, il y a peu de chances que Google s'intéresse à vous et vous autorise à mettre le Google Play sur votre device. Donc techniquement, ça vous interdit évidemment pas de le mettre. Maintenant, d'un point de vue légal et licensing, vous n'avez pas le droit de distribuer des tablettes ou des smartphones Android avec Google Play sans l'accord de Google. C'est pour ça que des fois, vous pouvez acheter des tablettes chinoises pas chères qui n'ont pas le Google Play parce qu'ils n'ont pas eu l'accord de Google pour le mettre. Il y a un point auquel il faut être vigilant aussi, c'est que les prérequis techniques peuvent vraiment changer de manière drastique d'une version à l'autre. Il y a eu un saut important entre la 2.3 et la 4.0, hein, sachant qu'au milieu, il y a eu un peu le trou de la 3.0 dans la 3X Honeycomb sur lequel on n'a pas eu les sources, donc il n'y avait pas tous ces documents-là. Et en fait, si en 2.3, on avait besoin de 128 MB de RAM pour respecter le CDD, en 4.0, il faut 340 MB de RAM, et c'est 340 MB après le boot du kernel, une fois que vous avez enlevé la mémoire utilisée par votre OpenGL, votre radio, etc. Donc grosso modo, un device qui n'a pas 512 MB de RAM ne passera pas le CDD de Google à partir de la 4.0. Le compagnon du CDD, c'est le CTS, donc compatibilité test 8, qui va partiellement, parce que tous les tests ne sont pas possibles, qui va partiellement vérifier que votre device que vous avez implémenté est conforme au CDD de la version que vous avez choisie. Donc c'est pour ça que dans le code source d'AOSP, vous avez un répertoire CTS qui permet de jouer tous ces tests. Enfin, sur la partie AOSP, j'ai dit que ce n'était pas un projet communautaire, c'est vrai. Il est quand même possible d'essayer, on va dire, de faire des contributions à Google sur Android, sur AOSP. Tout le monde peut essayer de contribuer, mais évidemment, c'est soumis à la validation de Google. Donc, il y a une partie technique qui n'est pas très compliquée. Hein. Il y a des guidelines de style de code sur les espaces à la place des tabulations, enfin, plein de choses comme ça qui sont assez classiques, hein, qu'il suffit de suivre. Ça va. Il faut que le code fonctionne. Bon, jusque-là, ça va encore. Après, il y a des choix stratégiques, politiques qu'on ne maîtrise absolument pas. Et même si, pour vous, ça fait du sens, votre correction, votre nouvelle fonctionnalité fait du sens, vous ne savez pas du tout, avant de commencer à le développer, hein, si ça va rentrer dans la stratégie de Google. Et en plus, vous ne savez pas du tout si Google n'est pas en train exactement de faire la même chose dans ses labos, ou si le bout de code sur lequel vous êtes basé n'est pas jeté à la poubelle pour la prochaine version de Google. Tout ça en raison du fait que Google a un développement opaque, hein, de ce qu'ils font entre deux versions et qu'on ne sait absolument pas sur quoi ils travaillent. Néanmoins, il y a un outil, hein, qui permet de faire ça, un site web. Donc l'outil, c'est Gerrit, hein, qui permet de gérer ses contributions, hein, qui marche bien, sauf que, par exemple, en 2011, il n'a pas été disponible pendant 6 mois. Suite au hack, je crois que ça date de l'été 2000, l'année dernière. Ouais. Ouais, c'est ça, le hack de kernel.org. Déjà, on ne pouvait plus télécharger les sources d'AOSP pendant quelques semaines. Bon, ça est revenu, je crois, vers septembre. Mais lui, Gerrit, était de nouveau up qu'en mois de janvier, donc 6 mois après le hack. Donc ça montre quand même que, même si tout ça est en place, Google ne met pas énormément de moyens, hein, pour permettre aux gens de contribuer. Donc voilà pour la partie AOSP. Maintenant, je vais parler du projet AndroVM, donc, qui me tient à cœur. Donc c'est une initiative, hein, de la société dans laquelle je travaille, qui finance ça sur ses fonds propres complètement, sachant que c'est un projet, hein, open source, dont on va libérer le code source. C'est pas en forkant, même si les patchs ont été libérés dans les mailing lists assez régulièrement. Le projet a été renommé récemment, hein, parce qu'au début c'est un projet qui s'appelait Buildroid, qui était lancé à peu près 1 an. Il a été renommé
d'abord pour une question légale, en fait, puisqu'on a eu une lettre des avocats de Lucasfilm qui nous interdisait d'utiliser le nom Build Droid, à cause du nom Droid qu'il y a dedans, qui est déposé pour Star Wars, comme vous l'aurez compris. Voilà, donc on a essayé de négocier un peu, mais bon, évidemment, ça c'était pas très simple. Donc on a décidé de changer le nom, et donc on a choisi le nom AndroVM il y a quelques semaines. Alors quels sont les objectifs de ce projet? Eh bien, comme son nom l'indique, mieux maintenant, à la limite, c'est de fournir des images virtuelles pour Android, et autant que faire se peut, hein, qu'elles soient fonctionnelles, qu'elles soient robustes, et qu'elles marchent le mieux possible. Donc en termes d'environnement, jusqu'à présent, c'est principalement focalisé sur VirtualBox. Je vais expliquer pourquoi on est parti sur VirtualBox juste après. Mais par exemple, aujourd'hui, l'image marche assez bien aussi sur VMware. On a des utilisateurs qui la prennent, qui s'en servent sur VMware. Quelques fonctions qui marchent pas très bien. Par exemple, on a une application dans la VM qui permet de changer la taille de l'écran, etc., qui s'appuie sur des choses spécifiques à VirtualBox et qui ne fonctionne pas encore sous VMware. En tout cas, voilà. Il n'y a pas énormément de choses de spécifiques à VirtualBox dans la solution. Alors pourquoi on est parti sur VirtualBox et surtout comment le projet a démarré. Parce qu'en fait, quand on a récupéré les sources d'ICS il y a à peu près un an maintenant, parce que c'est en novembre-décembre, je crois que les sources de la 4.0 ont été libérées, on s'est aperçu qu'il y avait une nouvelle target VirtualBox. On dit chouette, on va pouvoir s'amuser avec et faire des images pour VirtualBox. Alors ça compilait effectivement, mais c'est à peu près tout, puisque il n'y avait pas de souris. Donc on se trouvait un truc qui bootait, mais on ne pouvait pas déloquer le terminal déjà parce qu'il n'y a pas de souris, pas de réseau, pas de son, pas d'OpenGL hardware et pas d'OpenGL 2.0. Donc c'était en soft. Bon, ça marche pas mal, hein, mais en tout cas ça peut être limité. Pas de support d'USB, ce qui pourrait être sympa pour essayer de mettre des clés USB, etc. Donc du coup, sans vouloir forcément avec des grandes idées derrière la tête ou en voulant faire un projet, on s'est dit bon, c'est intéressant de bosser là-dessus et de regarder ce qu'il y a à faire pour que ça fonctionne, déjà pour que Android fonctionne sur VirtualBox. Donc c'est ce qu'on a commencé à faire, et donc du coup on s'est retrouvé à développer pas mal de fonctions depuis le début, que je vais exposer ici, puis à chaque fois je vais essayer de dire ce qu'on a dû faire, hein, ça permettra de comprendre comment Android fonctionne et comment faire ce genre de choses. Donc il y a le problème de support souris, donc là c'était plutôt très simple, hein, puisqu'il y avait simplement dans le noyau utilisé pas la bonne option qui activait la souris PS2 qui est celle émulée par VirtualBox. Donc du coup, en activant le support de la souris, ça s'est mis à fonctionner. Donc ça, c'était facile. Et ça, c'est aussi parce qu'à partir de la 4.0, la souris, en fait, le concept de souris, la fonction de souris, est supportée dans Android, avec un pointeur absolu, etc. Ce qui, dans les versions précédentes, notamment 2.3 et précédentes, on ne pouvait pas avoir un pointeur qui se baladait, puisque aujourd'hui, sur les terminaux, on n'a pas de pointeur, hein, c'est votre doigt qui appuie sur le smartphone, sur la tablette, etc. Donc on avait réalisé auparavant, hein, pour la version 2.2, 2.3, des ajouts de souris, hein, pour d'autres projets qu'on avait fait. Là, c'était beaucoup plus compliqué dans ces versions précédentes. À partir de la 4.0, c'était assez simple. Pour le support Ethernet, le problème est un peu différent, c'est que le driver était bien présent dans le noyau. Simplement, l'Ethernet n'était pas configuré, en fait. Donc, la carte était blanche, mais il n'y avait pas de DHCP de démarrer, etc. Donc, ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on a simplement modifié les scripts de démarrage d'Android, hein, qui sont beaucoup plus simples, hein, que les scripts qu'on a dans les systèmes Linux et Unix, où on a plusieurs scripts de démarrage, etc. Là, grosso modo, il y a un init.rc qui fait plein de choses. C'est assez monolithique, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs très simple à gérer derrière, hein. Qui lui-même peut en appeler plusieurs, mais voilà, les scripts de démarrage sont quand même très basiques. Donc on a simplement rajouté, hein, pour cette fonction Ethernet le démarrage automatique, hein, d'un DHCP sur la bonne carte. On avait un autre souci sur le VirtualBox, c'était que l'heure ne fonctionnait pas en fait. On avait l'horloge qui n'augmentait pas et toutes les fonctions basées sur la real-time clock, hein, le RTC, ne fonctionnaient pas. C'est parce qu'en fait, si on activait cette fonction-là dans le noyau, le driver en question, donc le driver Android Alarm du noyau, ne compilait pas pour x86, puisque à ce moment-là encore, hein, tous les smartphones, etc., n'étaient vraiment qu'en ARM, et donc personne ne s'était occupé de savoir comment porter ce genre de choses sur x86, si ce n'est le projet Android x86 dont je reparlerai tout à l'heure. Donc ce qu'on a fait là, c'est qu'on a modifié en fait le driver Alarm d'Android pour supporter l'architecture x86. Le Power Management Support maintenant, donc c'est ce qui va gérer notamment le niveau de la batterie,
savoir si vous êtes branché ou pas au secteur. Donc là aussi, ça ne fonctionnait pas. Alors, il y avait tout ce qu'il fallait pour que ça commence à fonctionner, parce que la CPI était supportée, etc., ce qui permet sur nos systèmes x86 de faire le power management. Simplement, dans VirtualBox, en fait, VirtualBox, au niveau de la CPI virtuelle qui est fournie au VM, ne fournit pas toutes les fonctions ACPI dont Android avait besoin. Donc en fait, on a dû modifier l'implémentation de la librairie de Power Management d'Android pour ne pas se baser sur les mêmes éléments que ce qui est fait d'habitude dans la CPI et aller chercher des valeurs dans d'autres endroits. En fait. Donc, ce qui a permis du coup d'avoir le Power Management qui fonctionne. La partie audio. La partie audio est un peu plus compliquée, en tout cas un peu plus longue, puisqu'il y avait plusieurs problèmes concomitants. Le premier, c'était qu'il n'y avait pas le driver dans le noyau. Donc ça, c'était assez simple. On rajoute ALSA dans le noyau, on rajoute le bon driver qui sont simulés par VirtualBox. Donc il y en a 2-3 qui peuvent être simulés, Intel et Sound Blaster, etc. Donc on a mis tout ça. Mais ensuite, il y a la partie vraiment Android. C'est qu'au-delà d'avoir un ALSA qui fonctionne, il y a les librairies audio d'Android qui, eux, doivent pouvoir discuter avec les drivers. Et donc, il n'y avait pas, dans la 4.0, il n'y avait pas de module qui faisait ça automatiquement pour ALSA. Donc, on a dû développer un nouveau module audio qui permettait de s'interfacer à l'interface Android avec la partie ALSA. Donc, c'est un module assez basique qui ne pouvait pas faire grand-chose, qui typiquement fonctionnait qu'avec le son en sortie. On n'est pas capable de gérer le micro, parce qu'on n'avait pas pris le temps de le développer. Mais on s'est rendu compte avec Jelly Bean qu'avec la Nexus 7, il y avait finalement un module audio qui était très proche de ce qu'on voulait faire, parce que très ALSA, avec très peu finalement de fioritures autour et qui semblait être une bonne base. Donc ce qu'on a fait, on a pris ce module audio là et on l'a adapté en fait. On a enlevé tout ce qui était vraiment spécifique à la Nexus 7 et donc on s'est retrouvé avec Jelly Bean avec un module audio beaucoup plus complet, notamment qui gère à la fois l'entrée et la sortie. Ça montre d'ailleurs l'intérêt qu'il peut y avoir évidemment à disposer du code source de tout ça et le fait que Google libère quand même un peu de modules sur ces sujets-là. Il y a une autre fonction qui nous avait paru intéressante, de profiter dans un environnement virtuel, c'est la capacité de faire du file sharing avec l'hôte. Comment est-ce que depuis mon système hôte, je peux échanger des fichiers avec ma VM Android? Mais en fait, les systèmes de virtualisation, que ce soit VirtualBox, VMware ou d'autres, ont tous des fonctions qui permettent ces systèmes de fichiers partagés. Le principe étant que l'hôte expose à la VM un système de fichiers partagés via un protocole qui leur est propre. Et donc, il y a une fonction, à un moment donné, une étape de montage du système de fichiers depuis la VM. Donc, pour faire ça, ce qu'on a dû faire, c'est qu'on a compilé les modules spécifiques à VirtualBox pour Android. Ce qui s'est bien passé finalement. Au début, on s'est dit on tire un truc un peu compliqué parce que les modules sont quand même assez gros, mais finalement il n'y avait pas énormément de dépendance. Donc les modules noyaux de VirtualBox sont très bien compilés avec le noyau qu'on utilisait dans Android. Et ensuite, on a modifié les scripts de startup pour faire en sorte que si l'hôte fournit un système de fichiers partagé, on le monte automatiquement dans Android et donc on puisse y avoir accès avec un file explorer depuis la VM Android. Autre fonction, la partie USB. Donc là aussi, c'était d'après nous quelque chose d'intéressant pour tester. Je vais pouvoir mettre une clé USB sur mon hôte et qu'elle soit lue depuis ma VM. Donc pour ça, deux choses. La partie kernel avec le support USB hôte, le driver USB du chip plus le driver mass storage qui permet de monter des disques flash. Et ensuite, et là c'est plus spécifique à Android, il y a un composant qui s'appelle Volde qui permet de gérer les file systems, notamment quand vous rajoutez une carte SD si votre téléphone en supporte, etc. C'est ce composant-là qui va s'occuper de les monter. Donc on a modifié la configuration de ce composant-là pour automatiquement, si vous pluguez une clé USB dans votre hôte et que vous décidez au niveau de VirtualBox ou de VMware, parce que ça marche aussi pour VMware, de la partager, de la connecter à la VM, bien que le système Android la monte automatiquement. L'état d'avoir ensuite après, il n'y a que 2 lignes dessus, mais c'est un gros bout. Je pense que j'aurais pu faire une slide dessus parce que c'est vraiment à la fois important et pas simple, même si Google a pas mal aidé, puisque en mois de mai dernier, je crois,
Google a sorti sur l'émulateur une fonction qui permet de traduire en fait les ordres OpenGL ES qu'il y a dans l'AVM, donc dans QEMU pour l'émulateur, de les traduire et qu'ils soient exécutés par l'implémentation OpenGL hardware de l'hôte que de votre système. Et ce qui permet du coup, depuis l'émulateur, de faire de l'accélération matérielle. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a réutilisé ce composant-là, qui nous semblait être une bonne idée, parce qu'on avait essayé avant de faire de l'OpenGL spécifiquement pour VirtualBox et VMware, parce que vous savez peut-être, ces systèmes virtuels-là permettent en général de faire de l'accélération 2D et 3D en fournissant des émulations DirectX ou OpenGL. Mais il y avait vraiment beaucoup de travail et on arrivait avec VMware à avoir des choses qui marchaient, mais il y a encore pas mal de boulot. Et donc, quand Google a sorti ça, on s'est jeté là-dessus pour pouvoir tenter de les réutiliser. Et ce qu'on a pu faire, puisque maintenant, on peut, grâce à ce composant-là, faire de l'OpenGL hardware directement sur l'autre. Enfin, dernier point qu'on a développé, c'est un petit outil de configuration dans la VM, une application Android, qui va permettre de configurer des paramètres de la VM. Je vais changer ma taille d'écran, par exemple, parce que je vais faire des tests sur des applications. Je vais simuler le fait que j'ai un clavier physique ou pas. Par défaut, il y a un clavier physique, donc Android l'utilise, mais on a cette option, par exemple, si on veut tester une application et voir ce qu'elle donne avec un clavier virtuel affiché par Android, eh bien, le fait d'avoir cette option permet de faire cela. Donc voilà pour les fonctions principales qu'on a modifiées ou qu'on a ajoutées à OSP pour en faire un portage qui commence à tourner pas mal sur VirtualBox. Néanmoins, il y avait une autre problématique qui s'est posée à nous, en tout cas qu'on a voulu analyser. C'est la problématique d'architecture CPU, puisque, comprenez, un VirtualBox, on est en x86, là, contrairement à ce que fait Google avec l'émulateur. Il y a deux options dans l'émulateur, mais au début, l'émulateur faisait que de l'émulation ARM sur votre plateforme x86 avec du QEMU. Maintenant, avec l'émulateur, on peut aussi, avec du KVM, faire du x86, ce qui permet d'augmenter la performance. Mais en tout cas, quand on est dans le cas comme nous, qu'on est en x86, se pose le problème de support du code et des librairies ARM, notamment, que vous pouvez souhaiter utiliser. Par exemple, le lecteur Adobe Reader, le lecteur de PDF, contient du code ARM. Donc, si vous essayez d'installer l'application sur votre VM x86, votre Android VM, ça ne va pas fonctionner si on ne fait pas quelque chose de spécial. Donc, on a travaillé sur ce sujet, et là aussi, grâce au fait que Intel a bossé là-dessus, puisque il y a quelques semaines, vous avez peut-être entendu parler, Intel, en France avec Orange, a sorti un premier téléphone x86, et donc on se retrouve avec exactement la même problématique qu'on a dans nos VM en x86, c'est que si Intel faisait rien, grosso modo, une grosse partie des applications, en tout cas la large majorité des jeux, ce qui est quand même l'utilisation principale des téléphones, ne fonctionnerait pas sur leur smartphone, puisque nécessite du code ARM. Donc du coup, on s'est empressé, dès que c'était disponible, d'aller choper un téléphone chez Orange pour pouvoir regarder comment ça fonctionnait. Évidemment, Intel ne livre pas le code source de tout ça, de cette librairie magique qu'ils appellent Houdini, du nom j'ai appris à cette occasion d'ailleurs, du nom d'un magicien. C'est un peu de la magie, parce que cette librairie en fait permet de faire tourner du code ARM sur une plateforme x86 et avec une performance, vous verrez parce que vous ferez une démo, qui est vraiment pas mal. Et donc du coup, ce qu'on a fait, qu'on a récupéré ce téléphone qui tourne pourtant encore, je ne sais pas si la mise à jour a été faite, mais en tout cas, on continue de tourner en Android 2.3. Et donc on a fait un reverse engineering, voir comment tout ça fonctionnait, et on a réussi à extraire les librairies utilisées par Intel sur ce téléphone, à les intégrer dans notre VM, et magique, à partir de ce moment-là, on a pu faire tourner du code ARM, notamment les jeux, toutes les applications qui utilisent des librairies ARM. Donc ça fait un problème de résolu. Alors ça soulève évidemment des questions légales, de droit, etc., dans lesquelles je ne vais pas rentrer là. Mais en tout cas, d'un point de vue technique, ce qui nous intéressait d'abord là, c'est qu'on sait maintenant faire tourner du code ARM sur cette plateforme. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a non seulement, j'ai dit que j'en parlais, on a seulement fait ça pour notre VM, mais on a aussi partagé cet effort-là avec la communauté, puisqu'il y a un projet que vous connaissez peut-être qui s'appelle Android x86,
dont l'objectif là ne s'intéresse pas énormément en fait, à la virtualisation, mais s'intéresse en général à faire tourner Android sur des plateformes x86. L'objectif notamment, c'est de faire tourner Android directement sur des notebooks, des laptops, ce qu'on veut, hein, et d'avoir une bonne expérience. Donc, on a libéré tout ça pour que le projet Android x86 en profite et donc maintenant puisse faire tourner du code ARM. Et donc, arrivé là, en fait, on s'est posé pas mal de questions. On se pose encore pas mal de questions. C'est que, bon, au début, c'était vraiment un intérêt technique. On a ouvert un blog, hein, qui, comme j'ai expliqué, s'appelait Buildroid. Par pur intérêt technique, et on s'est aperçu que finalement il y avait pas mal de gens qui sont mis à télécharger la VM, à s'en servir, etc. Hein, puisque sans faire de pub ni rien, il y a eu plus de 15 000 downloads de la VM. Encore, j'ai pas vérifié le chiffre, mais c'est ce qu'il y avait il y a quelques semaines. Et d'après les questions et les retours qu'on a, on a l'impression qu'il y a deux types d'usages en fait d'AndroVM aujourd'hui. C'est des développeurs qui souhaitent remplacer l'émulateur. Alors je l'ai dit, au mois de mai-juin, Google a sorti 2 fonctions qui permettent de bien améliorer les perfs de l'émulateur. Hein. C'est la capacité à faire tourner des images x86 et le support OpenGL. Mais la mise en œuvre semble quand même pas simple et dans un certain nombre de cas, hein, notamment sur la partie x86 qui demande de rajouter un module, un noyau, etc. Les choses ne sont pas là très bien se passer. Donc on a un certain nombre de développeurs qui préfèrent se tourner vers AndroVM pour faire des tests. Et puis il y a la partie donc OpenGL aussi qui est là aussi et paraît pas très simple à mettre en œuvre. La partie émulateur, en tout cas la mise en œuvre de ces applications, n'a pas l'air très user-friendly pour le développeur qui ne sait pas mettre la main dans le cambouis du système. Et donc finalement, il semblerait qu'AndroVM soit plus simple à utiliser pour ça. Et l'autre deuxième catégorie, c'est des gens qui veulent faire tourner des applications Android sur leur plateforme x86, qui ne souhaitent pas forcément remplacer leur Windows, leur Linux, etc. par Android, qui ne veulent pas non plus faire du double boot parce qu'à chaque fois il faut changer, mais veulent à un moment donné à la fois avoir des applis Android et leur système, et dans ce cas-là, souhaitent utiliser des solutions de virtualisation pour faire ça. Alors avant de revenir sur la partie, sur l'avenir, et puis aussi là où on peut avoir besoin de vous, en tout cas du retour des développeurs, je vais faire une petite démo. Alors j'ai déjà démarré une VM normalement. Et donc, en fait, là, le rendu, vu qu'il est en... Donc là, je suis en OpenGL Hardware. Et donc, vu que, justement, on utilise OpenGL Hardware, ce n'est pas la fenêtre de VirtualBox qui fait le rendu. Mais on a une application spécifique qui tourne, qui communique avec les librairies. Et donc, ce qui explique pourquoi. C'est une fenêtre très belle, c'est une fenêtre très basique, il n'y a pas de menu, il n'y a rien. Hein. Voilà, c'est juste une fenêtre. Là, on est juste sur une fenêtre qui affiche, en fait, ce qui vient de l'émulateur de Google. Et donc, bah, là, j'ai ma souris. Hein, donc, je délogue le truc. Donc, je me retrouve avec une tablette. Donc là, en résolution, je suis en 1024 par 768, hein, parce que c'est à peu près ce que supporte le projecteur. Et donc, par exemple, on voit, c'est une démo que je voulais faire, une première démo, que on a Angry Birds. Angry Birds qui tourne avec du code ARM et qui va aussi profiter du coup de l'accélération OpenGL, puisqu'elle tourne là. Et c'est 2 conditions nécessaires pour avoir un jeu qui tourne bien. Là, on pourrait avoir le son ou pas ? Ouais, mais je suis pas sûr que ce soit très intéressant. En tout cas, le son marche. Vous écoutez, t'en as un peu. Voilà, bon, je suis pas très bon, mais juste voir, lancer 2-3 trucs pour voir que ça marche bien, quoi. Et donc, il y a 2 choses qui sont impressionnantes là. C'est la partie OpenGL Hardware. Hein. Donc là, on utilise OpenGL Hardware, donc ça marche bien. Et puis aussi, et là, de quoi être bluffé, c'est la partie qui a fait Intel qu'on a récupérée, qui permet de faire tourner du code ARM sur de x86. Et là, franchement, bon, j'ai une bonne machine, hein, mais voilà, bon, c'est largement jouable. Et j'ai une autre fenêtre qui me montre un endroit, elle est où d'ailleurs, que je suis bien. Voilà, je la mets là, comme ça vous la verrez. Je suis à 60 frames par seconde, quoi. Ce qui est l'objectif du Project Butter d'ailleurs de la 4.1. Donc voilà un exemple déjà de ce que ça peut donner. Et ce que je voulais montrer aussi, c'était l'usage. J'ai perdu mon truc. Je ne sais pas où est mon bouton Home. C'était l'usage avec un Eclipse. Donc, si vous êtes développeur Android, et c'est ce que font un certain nombre de gens qui utilisent AndroVM, c'est qu'ils se servent d'AndroVM pour débugger les applications. Donc, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai repris un projet Eclipse. Et par exemple, je vais prendre un projet
Donc je vais voir un autre, pas tout bête. Puis là, j'ai un sample hein, qui fait de l'OpenGL 2.0, donc qui fonctionne comme OpenGL 2.0. Et donc, étant donné que j'ai connecté ma VM en ADB à mon hôte, je vais être capable de lancer l'application. Voilà. Je suis perdu. Elle est là. Voilà. Donc, je teste mon application directement depuis mon Eclipse hein, grâce à cette connexion ADB qui se fait en IP. Hein. En ADB, on a deux types de connexions. La connexion USB quand vous avez un téléphone physique. Et là, en fait, on fait un ADB Connect avec l'adresse IP. Et ça permet de se connecter à la VM et donc, du coup, de tester son application, d'avoir le log4 qui revient dans Eclipse. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas si je peux le montrer. Je ne sais pas si je l'ai là. Eclipse. Voilà. Je n'ai pas perdu ma souris. Voilà. Non, je prends l'enquête. Bon. Voilà. C'est ça, non, c'est pas ça. Non, console. Bon, je ne suis pas un développeur en fait d'applications Android. Je travaille beaucoup plus au niveau du système. Mais en tout cas, on a le log4 qui revient au niveau d'Eclipse et qui permet de débugger l'application. Donc voilà pour la petite démo. Ma presse. Voilà. Voilà. Alors, sur quoi on travaille en ce moment, on travaille notamment sur deux sujets hein, qu'on espère pouvoir libérer très vite. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a trois confs au DroidCon d'ici à la fin d'année. On va essayer hein, sur ces trois DroidCon de montrer de plus en plus de choses hein, pour montrer que ça avance. Un outil qui est bien avancé, mais que je ne peux pas encore montrer là parce qu'il ne compile pas sur mon Mac encore, c'est un outil de management qui permet, un peu comme vous avez avec l'AVD Manager dans l'émulateur, de gérer vos différentes VM et de choisir les différents paramètres, avoir différentes tailles d'écran, ce qui peut être très bien pour simuler hein, différentes tailles de téléphone, différents DPI également, hein, pour là aussi voir ce que ça donne, parce que le système Android va se comporter différemment hein, selon les DPI que vous mettez. On va permettre de configurer typiquement également la présence ou pas d'un clavier physique, comme je disais tout à l'heure pour l'outil intégré qu'on a. Ça va permettre de faire une connexion automatique en ADB, hein, faire en sorte que dès que la VM démarre, on a un ADB connect sur l'IP de la VM, ce qui fait que votre Eclipse, vous n'avez rien à faire en fait d'un point de vue manuel. Votre Eclipse verra tout de suite la VM et pourra lancer des applications dessus. Voilà, donc un outil d'administration et qui en plus gérera toute la partie mise à jour des nouvelles images, etc. Et qui vous permettra d'avoir les nouvelles images qu'on développe au fur et à mesure et ainsi être capable de développer, de tester les applications en 2.2, en 2.3, en 4.0, en 4.1 et futures versions. Autre sujet qui me tient à cœur, c'est la partie émulation des sensors, l'accéléromètre, la lumière, etc. Enfin tous les sensors, la dizaine de sensors qu'il peut y avoir dans Android. On va avoir deux types d'émulation en fait pour ces sensors. C'est soit on va pouvoir rentrer les valeurs de ces sensors manuellement. Donc dans la fenêtre que je vous montrais tout à l'heure qui ne fait rien, on aura ensuite autour les widgets qui vont bien pour rentrer des valeurs manuelles. Et autre possibilité, ce sera utiliser un smartphone ou une tablette Android connecté en USB à l'autre et récupérer les valeurs pour les injecter dans la VM. Par exemple pour l'accéléromètre, ce qui peut être bien, je veux tester un jeu sur ma VM, un truc de karting, je bouge mon téléphone, la VM récupère tout ça et les injecte dans le système. Comment ça est fait? C'est assez simple finalement, même s'il y a pas mal d'étapes, mais on est en train de développer une librairie de sensors spécifiques dans la VM, donc d'Android, qui plutôt que s'appuyer sur des valeurs physiques, hein, qui va chercher dans les drivers, mais communique avec l'autre, qui lui-même communique avec le téléphone pour récupérer tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire après? Alors tout ça n'est pas validé encore qu'on réfléchisse. Ça va dépendre aussi voilà, des retours qu'on a dans les semaines qui viennent. Il y a la partie multitouch qui pourrait être intéressante, hein, puisque les applications quand même qui ont besoin du multitouch pour pouvoir fonctionner correctement, en tout cas qu'on veut pouvoir tester en multitouch. Et puis il y a deux types de communication aussi, la Bluetooth et le NFC, que a priori, sauf nouveauté récente, ne permet pas de faire à l'émulateur de Google. Et typiquement, on a eu des développeurs qui nous ont demandé s'il était possible de supporter ces types de réseaux hein, sur la VM. Et donc pour finir, enfin presque pour finir, j'ai encore une slide après, on
on a besoin de vous, en tout cas, voilà, on a besoin aussi des utilisateurs actuels ou potentiels d'AndroVM. On a dit pour nous aider à vous rendre la vie plus facile. Puisque, comme on l'a dit, c'est un projet qui démarrait sur un intérêt purement technique au départ. Comment est-ce qu'on peut s'amuser à faire tourner Android sur VirtualBox. Et finalement, on s'est rendu compte qu'un certain nombre de gens l'utilisaient, notamment des développeurs. Donc on se pose des questions, on a des idées, mais encore une fois, on attend aussi de l'aide, si possible, de développeurs. C'est est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une alternative à l'émulateur de Google? Est-ce que Google, notamment avec les évolutions qui ont été faites ces derniers mois, enfin il y a 4-5 mois avec l'accélération matérielle de x86, est-ce que tout ça ne rend pas l'outil émulateur de Google plus facile à utiliser et finalement rend un peu moins intéressant AndroVM? Est-ce que le fait d'utiliser HAXM, qui est le composant qui permet, KVM en fait, c'est le KVM qui permet de faire tourner l'émulateur Google en x86 et l'utilisation d'un OpenGL, est-ce que c'est possible dans votre environnement? Est-ce que votre environnement typiquement permet ou pas de faire tourner ça et donc du coup rendrait plus intéressante l'utilisation d'AndroVM? Est-ce que vous avez besoin d'autres fonctions qui ne sont pas supportées aujourd'hui dans l'émulateur? Le Bluetooth, NFC, peut-être le Wi-Fi direct, le render script par exemple, voilà, des choses comme ça qu'on n'a pas aujourd'hui dans l'émulateur. Et enfin, dernière question, même si ça n'est pas fini, mais en tout cas une question qu'on se posait, c'est qui pourrait être un cas d'usage, un intérêt aussi qu'on pourrait avoir à partir d'AndroVM, c'est une des spécificités quand même des applications mobiles, c'est d'être mobile. Et donc d'avoir une qualité réseau qui est variable, à la fois en termes de débit, de latence, même de présence. Et on a tous remarqué sur les applications mobiles, même très connues, même répandues, que des fois elles ne se comportaient pas très bien quand on avait peu de réception réseau, elles pouvaient même cracher, etc. Donc est-ce qu'il y a un outil avec AndroVM qui permet de tester la qualité du réseau, de simuler différentes qualités de réseau? Je passe de la 3G à la 2G Wi-Fi, ma bande passante monte, elle descend, j'ai un paquet sur 10 de perdu, tout ça variable dans le temps. Pour simuler une qualité de réseau variable, est-ce que vous pensez que ça pourrait être intéressant? Si vous avez des remarques, des idées, j'ai mis mon mail en bas, dan@androvm.org. Pour finir, avant quelques questions, quelques liens, je crois que les slides seront partagés, donc quelques liens que je répète à la fin, la partie AOSP, les Google Groups qui sont dédiés vraiment à la partie bas niveau d'Android, le forum XDA développeur, vous connaissez sans doute, mais qui a énormément de contenu et des gens extrêmement brillants qui travaillent sur le sujet. Cyanogen, je ne vais pas en reparler. Le projet Android x86, auquel je contribue aussi pour la partie virtualisation. Et enfin, le projet AndroVM, qu'on a renommé il y a quelques semaines. Est-ce que... Ouais, de rien. On les a, pareil, techniquement c'est très facile, on le fait, même le play, tout ça, je ne sais pas si on a vu sur la démo que j'ai fait, il y avait le play, etc. Voilà, au-delà du problème légal, techniquement c'est pas compliqué, et là on s'appuie aussi très franchement et très facilement sur ce que fait Cyanogen. Il livre les packages de Google Apps à côté, on les met dedans et ça fonctionne sans problème. Et le changement de résolution à la volée? Alors ça, on peut le faire, parce que typiquement, ma VM, notamment en OpenGL, on peut le faire facilement, parce que donc je vous l'ai dit, le rendu se fait pas dans la fenêtre VirtualBox, il se fait dans une appli indépendante qu'on a faite. Donc si j'arrête cette appli et que je la relance dans une autre résolution, il y a un composant côté Android qui s'appelle Surface Flinger qui gère l'affichage, qui lui redémarre. Du coup. Par contre, c'est pas un changement de résolution où vous allez... je ne sais pas ce qui va se passer au niveau des applications, typiquement. L'application, je ne sais pas... Si là L'application est détruite ou relancée, c'est juste ne pas... Je ne sais pas si elle a relancé à la limite. Je sais que le Surface Flinger, parce que j'ai fait redémarre, je ne sais pas s'il redémarre les applications. Il faudrait faire le test en fait. Du coup, je ne sais pas si c'est très différent d'un redémarrage d'Android. Ce que je veux dire. Voilà. Ça va peut-être un peu plus vite, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Bon, merci. Comment vous faites pour gérer le message cette application n'est pas compatible avec votre terminal, par exemple? Alors, c'est au cas par cas, puisque Google, dans le Google Play se base sur les capacités techniques et
fonctionnelle du terminal pour ça. Donc on peut en émuler typiquement pour la partie ARM. Là, si je lance le Google Play, il me fournit toutes les applications ARM. Parce qu'on a rajouté dans les paramètres système d'Android qu'on supportait l'ARM comme architecture. Et donc c'est la même chose en fait. Donc si une application n'est pas compatible, il faut rester à regarder dans le manifeste de l'application ce dont elle a besoin. Elle a peut-être besoin justement d'un accéléromètre et qu'on n'en a pas, etc. Et donc il faut qu'on le rajoute. Soit on le rajoute vraiment, par exemple l'accéléromètre et on le fait, soit on dit simplement qu'on l'a alors qu'on l'a pas, et ça devra suffire pour passer. Quoi. Je voulais savoir si on pouvait choisir plus ou moins son terminal, son device, dans les rangs, enfin, il y a peut-être une astuce. Alors, il y a une autre, oui, par exemple l'idée c'est de simuler un Galaxy Nexus, un Samsung S3. On va aller vers ça, mais il faut être conscient qu'on ne pourra pas simuler, émuler réellement le téléphone, puisque il y a des comportements qui sont liés aux modifications du constructeur, et peut-être même de l'opérateur. Et ces surcouches-là, on ne les a pas, clairement. Par contre, faire en sorte qu'au maximum, ou en tout cas d'un point de vue de ce qui est simule dans hardware, en résolution d'écran, etc., on se rapproche d'un S3, ça, on y arrivera. Et justement, ce qu'on a prévu de faire derrière pour faciliter la vie aussi, c'est de fournir des gabarits, plutôt que quand je crée une VM dans mon manager, de dire je veux telle taille d'écran, tel débit, etc. Je veux une VM qui simule un Galaxy S3. Mais il faut être conscient que ce n'est pas parfait et que ce n'est pas parce que ça marchera bien dans la VM Galaxy S3 que ça marchera forcément bien là-dessus, parce qu'il y a des modifications qu'on n'a pas, en fait, du constructeur, de l'opérateur, etc. Ça n'empêche pas forcément le test sur le matériel physique qui est fait dans certains projets. Quoi. Pas encore, mais typiquement on veut récupérer parce que le composant là, surtout sur la partie GSM, c'est ça? Ouais. On a prévu de récupérer, de réutiliser en fait ce composant-là et de le mettre dedans pour le réutiliser. Aujourd'hui, on ne fait pas du tout de traitement de la partie GSM. Une question, c'est ça rejoint un peu l'aspect configuration. Vous avez un outil, un AVD Lab. Et il est en cours de développement. Je pense qu'il va être dispo dans quelques semaines. L'idée, c'est d'avoir une VM, une conf, ou on peut avoir une VM avec plusieurs configurations pour avoir des scénarios différents. L'idée, c'est d'avoir une VM par conf en fait. Donc on crée des différentes VM avec différentes confs en fait, parce qu'elles vont avoir leur vie à côté, tout ça. Et après, on lance celle qu'on veut tester. Alors, il y a une raison. Alors justement, c'est le problème, là, comme je disais, il n'est pas user-friendly, c'est qu'il y a plein de choses qu'on peut faire pour le rendre beaucoup plus rapide. Le problème, c'est que tout ça n'est pas fait par défaut. Il faut rajouter des choses, etc. Pourquoi c'est lent? Parce que c'est basé sur QEMU, qui ne fait pas de la virtualisation, mais de l'émulation, en fait. Et par défaut, c'est l'image qui tourne est dans ARM, et donc pour chaque instruction assembleur ARM, elle est émulée et elle tourne en x86. Donc c'est catastrophique en termes de performance, c'est sûr. Maintenant, ça simule peut-être mieux, je ne sais pas. Est-ce que ça simule mieux comment fonctionne un téléphone? En tout cas, c'est toujours comme ça que Google a fonctionné. Et maintenant, justement, ils ont des images x86 à partir de la 4.0 qu'on peut faire tourner, mais qui suppose d'installer un composant supplémentaire. C'est un module noyau, je crois, qui se rajoute en Windows ou en Linux ou même en Mac, qui peut aussi avoir a priori des impacts sur le reste, etc. Et tout ça, il faut chercher pour le savoir. Je ne suis pas sûr qu'il y ait plus de quelques pourcents ou plus de quelques dizaines de pourcents des développeurs qui savent qu'on peut faire ça, quoi, clairement. Parce qu'il y a peu de... C'est pas facile à trouver, quoi. Enfin, c'est comme la partie GPU, faire de l'accélération OpenGL hardware. Il faut prendre la liste, il faut aller cocher un truc en bas dans la liste, il faut savoir que c'est là, quoi. Si on ne sait pas, on n'y a pas accès. Et donc on n'a pas de hardware, donc c'est lent aussi. Et on n'a pas d'OpenGL 2.0, donc si on y applique OpenGL 2.0, elle ne marche pas sur l'émulateur. Merci. J'ai une deuxième question. C'est Génie Mobile qui fait ça, c'est ça? Oui, c'est un projet c'est qui finance mon temps, voilà. Qu'est-ce qu'ils espèrent en avoir? Pourquoi ils font ça? Alors au début, je demandais à le faire surtout pour une question technique en fait, parce que ça intéressait, et puis ça nous sert, moi, le fait d'avoir le nez là-dedans toute la semaine permet d'être plus efficace pour nos clients, quoi. Et après, c'est un projet open source, donc l'idée derrière, je suppose, c'est peut-être aller vendre du service autour de ce projet-là, etc. En tout cas, la partie AndroVM, elle est là, elle
le cœur d'AndroVM est open source. Pourquoi vous n'utilisez pas, parce que je connais le profil de votre société, la board, la Panda board, Ouais. plutôt qu'un émulateur? Bah, ça suppose d'avoir quelque chose de physique. L'idée. Justement, mais il est plus proche, disons, parce que utiliser l'émulateur Ouais. standard, ouais, c'est vraiment, on peut rien sortir sauf du point de vue fonctionnel à peu près comment ça marche, mais du point de vue performance, pas du tout, c'est sûr. On doit aller sur le device. Ouais. Par contre, nous on a des expériences sur d'autres plateformes avec le hard. D'accord. Voilà. Et par exemple, le BeagleBoard, je sais pas si vous Ouais, connaissez. mais très bien. Ouais. Justement, c'est un peu le correspondant de Panda. Et c'est nettement plus réaliste de travailler comme ça que sur des émulateurs. Ouais. Donc vous utilisez les deux. On dit, non, les clients, comme je dis tout à l'heure, ça ne remplace pas le test sur les devices, devices physiques. Après, l'idée qu'il y a derrière aussi derrière AndroVM, c'est d'avoir ça et même d'aller vers de l'automatisation de tests. Typiquement, toute la partie sensor, les positions GPS, etc. L'idée, c'est de pouvoir automatiser tout ça, de faire des tests même répétables. Faire ça sur un device physique, c'est plus compliqué. Voilà. Donc, on est vraiment sur la partie fonctionnelle. Là. On ne parle pas de tests de performance. On ne saura pas dire, comme je disais, si ça marche bien sur un S3. C'est sûr. On est purement fonctionnel. C'est compatible, c'est complémentaire. Clairement. Ce sont des tests qui sont complémentaires. Moi, peut-être, mais j'ai perdu quelque chose au début. Ah. Je me posais la question pourquoi vous êtes parti de VirtualBox et Oracle que de upgrader l'émulateur de Voilà. La vraie réponse, c'est on ne s'est pas posé la question parce que le projet au début, c'était, il y avait un début de commencement de choses qui marchaient dans AOSP en VirtualBox. Donc on a continué à faire du VirtualBox. Et après, en se posant la question, on se dit de toute façon, justement, si on veut simplifier la vie des gens, il faut quelque chose qui marche facilement, quoi. Et justement, Google avec QEMU, plus KVM, etc., ça reste des choses qui sont compliquées à développer sur du Linux, du Windows, etc. Quoi. Ah oui, il y a QEMU, il y a KVM. Si on veut faire du x86, on fait du KVM, donc il faut rajouter, etc. La VirtualBox, vous cliquez, ça s'installe, ça marche. C'est la différence. C'est très intéressant ce que vous venez de développer, parce que vous avez posé les questions et ensuite il y avait la dernière, en fait, le truc de pouvoir simuler les tests, le réseau. La qualité du réseau, ça, pour ce qui nous concerne, c'est très très utile. Hein, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Okay. Merci, je retourne. Ok, merci beaucoup. Donc je voulais juste reprendre ce que tu avais dit, Daniel. Daniel attend un retour, donc s'il y a des développeurs d'appli qui sont prêts à répondre à 2-3 questions ou à faire un retour sur Daniel, je pense qu'on est vraiment en attente de ça. Parce que c'est bien de développer quelque chose qui semble intéressant, mais on a besoin, enfin voilà, tu as besoin d'avoir un retour un peu de l'extérieur, donc vraiment n'hésitez pas à le contacter à ce sujet. Voilà, je vous remercie et je te remercie beaucoup pour cette conférence. Merci. Donc on est en we're a little bit late, sorry about that. Donc dans 5 minutes, on va faire donc une conférence avec Eric Lafortune sur Programme. Voilà, donc on se passe une petite minute de pause. Ouais. Ce petit tout comme ça, ce sera fait. Comme ça, je repasse pas. Moi j'aimerais bien c'est uniquement sur Windows ou sur Linux? Ah non, c'est Windows, Linux, Mac. D'accord, parfait. Okay. Et donc on peut télécharger, ouais. C'est comme un plugin pour il y a un fichier OVA. Donc non, pas de plugin, en fait la partie Eclipse c'est le plugin de Google, quoi. Parce que Eclipse, le plugin de Google, alors, pour le lancer dans VirtualBox en fait. Ah d'accord. Donc en fait, ce qu'on fournit c'est une image VirtualBox que vous importez dans VirtualBox. Et après dans VirtualBox, vous démarrez. Ah oui, il y a VirtualBox à décoder. Ah oui. Justement, on s'appuie sur. Et ensuite c'est ADB qui fait la connexion. Exactement. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de plugin particulier, puisque on le fait en ADB. Et ADB
un Eclipse, Ouais. il le détecte. Il dans faut, la le, liste. il faut le connecter, en fait, moi c'est expliqué sur le truc, mais il faut le connecter, en fait, il faut lui donner l'IP. Donc faire un ADB connect avec l'adresse IP. Ah, Là, il est d'accord, connecté, donc en je fait. vais en ligne de commande et je fais ça, et ensuite il est détecté par Huawei. Exactement. Et ensuite, Très bien. on le voit. d'arriver vite. Oui, oui, mais j'aurais pas dû prendre comme ça. Ouais, très bien. En réseau, oui, parce que en fait, elle partage le réseau privé. En IP, en tout cas en IP, elle peut communiquer. Non, non, Si on non. veut aller plus loin, faire des échanges de GSM, call, etc. On n'a pas encore déployé ça sur le réseau. On a DB, en fait, ça fonctionne avec ADB. Ah ouais, je suis en train de filmer d'ailleurs, je vais arrêter là. Je fais une vidéo par contre. Ouais, enfin un ADB connect avec l'adresse IP de la machine virtuelle qui est donnée dans l'outil.